Bonsoir à vous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite avec Anthony Piton pour m'accompagner. Rebonsoir Anthony. Et on dit bonsoir à Patricia Chevalier. Bonsoir, chère Patricia. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, responsable du pôle attractivité, tourisme, culture et patrimoine au sein du Pays du Mans. C'est pas mal, hein, j'ai tout dit. Oui, c'est bien. On va parler ensemble ce soir de l'histoire du donjon de Ballon, forteresse du Moyen-Âge, classé monument historique, mais aussi de ses jardins remarquables. Oui, c'est absolument magnifique, on peut en profiter en ce moment, donc on va donner l'envie à nos téléspectateurs d'aller le visiter d'ici à quelques jours. Ouais, un petit peu au printemps quand même. Ouais, au printemps, on va attendre un petit peu. Pour commencer, focus sur le dernier numéro du magazine La Vie Mancelle et Sartoise, qui réussit chaque trimestre avec talent à nous faire revivre l'histoire de notre beau département. Alors au-delà du dossier principal consacré au parc du Gué de Maulny, c'est le sujet signé Serge Morin qui a retenu mon attention, le Mans rongé par le libertinage au 19e siècle. Alors on y apprend que je ne savais pas que le Mans était un haut lieu de la prostitution au lendemain de la Révolution française, époque à laquelle les mœurs se sont libérées. On pouvait ainsi trouver une maison des plus légères située rue Jouy. Ça ne s'invente pas, tenue par une certaine Madame Rouzet, rue qui est aujourd'hui la rue Saint-Pavin de la Cité. On y apprend également qu'un refuge de débauchés existait sur les bords de Sarthe, la maison Jouveau. L'auteur de l'article a retrouvé un avis de 1818 du commissaire de l'époque invitant 4 femmes pensionnaires de cette maison à, je le cite, vider de corps et de biens cette maison de Jouveau où les enfants sont témoins de scènes de débauche et où les voisins sont troublés des rixes qui passent dans cet antre d'immoralité. Donc je vous invite à lire ce beau dossier de ce numéro 467 du magazine de La Vie Mancelle et Sartoise. C'est plutôt pas mal, hein? Oui, on savait, on avait eu des visites sur les maisons closes aussi. Oui, je crois qu'il y avait une exposition qui avait été faite par la ville de Mans il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, on connaît très bien aussi les petites anecdotes des maisons des Pans de Goron qui ne plaisaient pas beaucoup à l'évêque. Mais il y a plein de choses, hein. Là j'ai cité quelques exemples, mais tout le dossier est très complet sur ce sujet du libertinage au 19e siècle chez nous, au Mans. Patricia, on va prendre la direction de Ballon ce soir et parler de ce donjon. Déjà avant de parler de l'histoire du donjon, ce site qui est assez exceptionnel et ce panorama qu'offre ce donjon. C'est un lieu vraiment exceptionnel. Je trouve qu'on le connaît, mais pas bien en fait, parce qu'une fois qu'on est vraiment sur les hauteurs de cette motte, on a vraiment une vue merveilleuse sur toute Bélem, sur les environs, on voit jusqu'à la Ferté. Lorsqu'on est vraiment sur le côté où était le premier château, hein, parce que le premier château c'est 1005, hein, donc fondé par un certain Guillaume de Bélem, parce que Guillaume de Bélem, il avait un petit peu peur des Anglais. Il faut dire qu'à l'époque, ils étaient, ou du moins des Normands, puisqu'ils ne sont pas encore sur le trône d'Angleterre à cette époque. C'est seulement en 1064 que Guillaume le Conquérant, qui est quand même un gars assez célèbre au final, décide de se dire qu'il se ferait bien la main sur Ballon. C'est 2 ans avant son ascension sur le trône d'Angleterre. Et puis il réussit à l'avoir. Il va l'avoir, pas l'avoir, puisque 25 fois. C'est ça a changé 25 fois de main au XIe siècle, rien que ça. C'est de la folie, en fait. Donc c'était vraiment un lieu stratégique. Complètement, on défendait en fait l'arrivée, on était sur ce qu'on appelle les portes du Maine, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur un phénomène d'éperons qui permettait l'entrée sur le Maine. Donc c'est vraiment extrêmement important. Le 12e sera plus calme, un peu plus calme. Il y a quand même des rixes qui se font aussi, avec notamment Philippe Auguste qui vient récupérer cet endroit contre le méchant Jean Santerre. Vous savez, c'est le méchant de Robin des Bois. Donc voilà. Et donc il y a aussi Saint-Louis qui vient aussi reprendre cette forteresse parce que c'est vraiment aussi le symbole de la puissance des Plantagenets face au faible roi de France, parce qu'on est quand même dans cette mouvance qui préfigure la guerre de 100 ans. Il paraît qu'Henri IV est venu dormir aussi là-bas. Oui. C'est vrai ? Alors, il va attendre quand même que se passe la guerre de 100 ans, parce que la guerre de 100 ans, ça bastonne sévère aussi, on va bien le dire. Donc il y a le célèbre Robert le Maréchal qui prend cet endroit. Et il va falloir attendre le connétable du Guesclin pour libérer. Et puis surtout attendre aussi que les compagnons de Jeanne d'Arc viennent justement libérer cette place. On ne sait pas si le terrible Gilles de Rais était de la partie, le barbe bleue. Donc voilà, mais c'est à ce moment-là que ça devient vraiment français. Complètement, c'est reconstruit à partir du 16e, on le voit, mais cette forteresse, elle a gardé son caractère de forteresse. Il suffit d'aller à l'intérieur, et je vous le conseille, c'est merveilleux, pour voir les murs qui sont d'une telle grande grandeur qu'on s'aperçoit qu'elle a gardé son caractère de forteresse, mais aussi avec des fenêtres à meneaux, des ouvertures qui marquent quand même le tournant de cette architecture. Et donc, c'est là où Henri IV
arrive et puis il dort parce que c'est le dernier comte du Saunois. Donc il a le droit. Donc il a profité du lieu tranquillement. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, il reste la forteresse qui date du 12e et la façade du 16e, c'est ça, ouverte 16e. Ouais. Renaissance. Et on voit, il y a des fenêtres à meneaux, elles sont très 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 beaux. On le voit, hein, cette ouverture qui garde son caractère de forteresse très clairement, mais aussi qui est depuis un demi-siècle aux mains de la famille Guéroult qui les met magnifiquement en valeur. Il y a un très beau jardin d'inspiration médiévale et Renaissance à l'intérieur. Alors voilà, ça des jardins remarquables. Il y a une roseraie, c'est ça, il y a plein de choses. Une roseraie, des pivoines, vraiment dans la partie plus jardin anglais. Là, on est à l'intérieur du jardin d'inspiration médiévale et Renaissance avec ces buis qui sont très bien conservés, qui n'ont pas encore eu cette affreuse maladie. Donc vraiment, là, je vous le conseille, c'est vraiment une très très belle balade de printemps. Oui, on attend quelques mois pour y aller. Courez-y moins vite que les envahisseurs au 11e, mais allez-y. Très bien, donc d'ici à quelques semaines. Oui. On espère tous sortir un peu là. Mais oui, on y croit. Merci en tout cas Patricia de nous avoir apporté toutes ces connaissances sur ce beau lieu qui est ce donjon de Ballon. Un point dans quelques instants, on se retrouve pour Sarthe-et-Moi-de-là, nouveau numéro avec la commune de la semaine, Chantal Ban, maire de Tresson qui sera en plateau. On parlera patrimoine avec l'excellent Pascal Mariette et puis une nouvelle patoisante sera avec nous, Christelle Fernando, et puis un point sur le reste de la semaine, vendredi à 20h, Musica Classica. Diana Higby reçoit cette semaine la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary dans son émission autour de l'opéra Musica Classica extrait. Voilà pour cet extrait, l'intégralité, c'est vendredi soir à 20h, Musica Classica. Merci beaucoup les amis d'être venus sur le plateau. À bientôt Patricia. Oui. Anthony aussi, à bientôt. Avec plaisir. Mais vous pouvez rester puisque dans un instant, c'est Sarthe-et-Moi-de-là.